Croise aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue. Ce soir, je vous propose de regarder les meilleurs moments de Pendant le 20h. Yes, we can. Je vous demande de vous arrêter. Je croise aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment, pendant le 20h sur France 3 Corse. Évidemment, selon le journal espagnol conservateur El Confidencial, les séparatistes engagés dans un bras de fer avec Madrid ne comptent pas renoncer à la partie des pays catalans situés dans le sud de la France. Le gouvernement de Manuel Valls a évidemment protesté contre la résolution du Parlement de Catalogne qui réclamait l'indépendance de la Catalogne Nord. Sans perdre un instant, le ministère des Affaires étrangères français a publié un communiqué dans lequel il regrettait l'ingérence du Parlement catalan dans des domaines qui ne le regardent en rien et qui attentent à la souveraineté de la France, rien que ça. Selon le journal, cela n'a fait qu'attiser la flamme du séparatisme et les indépendantistes ne sont pas prêts à renoncer au territoire qu'ils revendiquent dans le cadre des pays catalans, auxquels s'ajoutent également l'Alguer en Sardaigne et l'Andorre. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Le match Talamone contre Simeone, le match de la com, c'est notre sujet du soir. Mais avant, on va revenir sur ce sondage, Jérôme, publié dans le magazine Parole de Corse de novembre. C'est le baromètre des personnalités politiques préférées des Corses, des politiques insulaires évidemment. Alors, que les choses soient claires, c'est une étude réalisée auprès d'un échantillon représentatif de 504 habitants de Corse âgés de 18 ans et plus. La marge d'incertitude est de 3 à 5 points. Je préfère que ce soit clair. Et le grand gagnant, Jérôme, est... Gilles Simeone. Voilà. Sans surprise. Voilà. Sans surprise. Puisque depuis que nous faisons ce baromètre, il y a 3 ans maintenant, Gilles Simeone est toujours en tête de ce baromètre des personnalités politiques préférées des Corses. Et il le reste encore sur ce numéro-là. Gilles Simeone, personnalité politique préférée des Corses, le regard du journaliste. Alors, on a là, ce soir, le sondeur face au journaliste. On peut se compléter par moment. C'est ça. Non, alors c'est intéressant. Bon, attention, ce ne sont pas des intentions de vote. C'est la popularité de nos hommes politiques locaux. Il y a toujours une forme d'intérêt derrière tout ça. Et puis quelques leçons effectivement à tirer. C'est intéressant. Gilles Simeone, il certes toujours en tête, mais je crois avoir bien lu qu'il y a quand même une érosion depuis ces 6 derniers mois. Il a perdu 7 à 8 points. Par rapport au dernier baromètre, il perd effectivement des points. Parce qu'on l'a moins vu. C'est ça aussi. C'est ça. Donc par rapport à votre sujet qui est autour de la communication politique, on a l'exemple typique de ce qui peut se passer quand on réduit sa communication. Les chiffres peuvent baisser mécaniquement parce qu'on s'aperçoit globalement que ces études de baromètres, ces baromètres qu'on fait donc tous les semestres, sont très liés aux séquences de communication des uns et des autres. Plus les élus s'exposent, plus ils ont tendance à monter. On a l'exemple de Jean-Félix Acquavive qui rentre dans les 10 personnalités politiques. Oui, on l'a beaucoup vu ces dernières semaines. Il y a eu la fameuse séquence, il a eu son heure de gloire avec la SEM, au niveau des bateaux. Oui. Et mécaniquement, il est apparu dans le... Oui, mais alors est-ce que c'est que de la communication ? Parce que dans le cas, effectivement, de Jean-Félix Acquavive, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été propulsé un peu sous les projecteurs à travers la création de cette société maritime régionale, cette compagnie. Ma consoeur Anne Chabanon avait assez bien titré dans Corse Matin l'acte 1 de la mandature. Oui, c'est-à-dire que là, quand même, il y a eu quelque chose d'assez concret au niveau de la politique menée par l'exécutif territorial. Donc je pense qu'il bénéficie aussi quand même, certes, d'un aspect projecteur, coup de projecteur, mais aussi bénéficie de quelque chose d'assez concret mais le coup de projecteur, d'action politique. Mais le coup de projecteur, j'avais un ami qui disait on ne vend pas un produit qu'on n'a pas dans le magasin. Et la communication, si on fait de la communication et qu'il n'y a pas de fond derrière, ça sert à rien et ça peut même être très contre-productif. Dans le cas de Jean-Félix Acquavive et des autres, la communication, en fait, ça permet d'exposer leur travail, de faire connaître et de faire savoir. Et là, du coup, il y a une perception
de l'opinion commencent à avoir un jugement sur les personnalités, pas parce qu'ils sont blonds, parce qu'ils sont bruns, mais parce qu'ils exposent leur travail et leurs convictions. Donc plus on expose son travail et ses convictions, ça revient un peu à ce que tu dis, plus on peut séduire ou susciter l'intérêt, et les gens peuvent se dire celui-là finalement on ne le connaissait pas, mais il n'est pas si bête, il est intéressant, il travaille. Ouais, ça fait ressortir les traits de la personnalité aussi. Il y a un peu Donc de ça. la communication, c'est pourquoi les hommes politiques communiquent, c'est pour exposer leur travail en fait. Alors on va évoquer les 5 premiers. Dans les 5 premiers, il y a 3 nationalistes, Gilles Simeone, Jean-Christophe Angelini, qui est second. Oui, et Jean-Guy Talamone, et un communiste, Dominique Bouquin, et un républicain, Laurent Marcangeli. Et la gauche dans tout ça, et la gauche dans les 5 premiers, elle est reléguée un peu plus loin. Elle est reléguée, la gauche hors communiste, oui, voilà, la gauche de Dominique Bouquin, il me semble, est plutôt à gauche. Ah oui, et la gauche, l'autre gauche, Émile, lapsus, Jean Zuccarelli, un peu plus loin. Finalement, c'est indexé, la communication politique, elle est indexée sur le volontarisme politique. Est-ce qu'on peut dire ça ? Non, elle est indexée aussi sur la réalité politique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui la gauche encore soit en pleine forme. Donc à un moment donné, les élus de gauche ont baissé. Les nationalistes sont au pouvoir. Jean-Christophe Angelini... Sachant qu'il y a quand même Dominique Bouquin dans les 5 premiers. Dominique Bouquin, c'est un cas à part. Voilà. J'allais dire, c'est le mentor de tous. Même Jean-Guy Talamone, le jour de son accession à la présidence de l'Assemblée de Corse, personnalité aujourd'hui qui a salué son travail. Bon, ça fait partie des anciens, peut-être du seul ancien qui reste encore à l'Assemblée. Alors messieurs, on va entrer dans le vif de cette question. Le match de la com entre Talamone et Simeone. Qui est le gagnant? On les voit beaucoup sur les plateaux télé, notamment ces dernières, évidemment dû à la sortie de son ouvrage, Jean-Guy Talamone, notamment ces dernières semaines, ces derniers mois. On l'a beaucoup vu, notamment dans les médias nationaux. C'est un match entre les 2 têtes de l'exécutif qui est intéressant d'un point de vue du journaliste et du sondeur. C'est passionnant du point de vue journalistique parce que là on voit un Jean-Guy Talamone qui dès son accession à la présidence de l'Assemblée s'est emparé de ce rôle comme on n'avait jamais vu un président jusque-là d'Assemblée s'en emparer. C'est-à-dire lui vous dit ce sont les compétences stratégiques du président. J'ai tout à fait la possibilité d'avancer sur ces terrains-là. Simplement, évidemment, terrain très opérationnel. On sait que par exemple sur le domaine de la fiscalité, il est très présent à engager un travail de fond, une réflexion. Là ça change complètement effectivement. C'est plus la même grille de lecture. Mais d'abord, Jean-Guy Talamone est sorti de son champ de président de l'Assemblée de Corse. Et tu le disais, si on regarde sa communication, il prend la main sur les grands sujets. Tu disais tout à l'heure, la fiscalité, c'est lui qui a pris la main. Sur l'ASEM, on parlait tout à l'heure des transports maritimes, c'est Jean-Guy Talamone qui avait communiqué sur cette thématique-là. Il communique sur des thématiques politiques, beaucoup plus que Gilles, d'ailleurs. Et puis il a un attrait pour les médias nationaux, parce que ça reste quand même l'indépendantiste. Il a un côté beaucoup plus anguleux. Et cet homme qu'on ne voyait pas forcément comme un grand communicant, s'est avéré redoutable. La fameuse petite phrase « La France, pays ami », c'est devenu un gimmick qui est repris par absolument toute la presse nationale et même la classe politique nationale. Je veux dire que là, il a effectivement marqué des points indéniablement. Alors est-ce qu'il y a un match entre les deux, Jérôme? Oui, vraisemblablement. J'allais dire que dans un secret de polichinelle. Il y a un gentleman agreement entre les deux. On aime beaucoup ce que... D'ailleurs, il n'y en a pas un qui communique sans citer l'autre. Si vous regardez la communication, c'est toujours avec le président de l'Assemblée de Corse ou avec le président de l'exécutif. Donc, il se renvoie bien la balle. Mais évidemment qu'il y a un match de valorisation des personnalités qui est évident. Et avec... Je pense Jean-Guy Talamone qui est sorti du champ de compétences de l'Assemblée de Corse pour donner une nouvelle fonction à la présidence de l'Assemblée de Corse. Je veux vous dire que côté coulisses, on le ressent. C'est-à-dire qu'effectivement, des fois, il y a des agendas qui s'entrecroisent, se percutent, chacun veut communiquer. En plus, Jean-Guy Talamone, il s'est très très vite organisé au niveau de la communication. Dès l'élection, il avait vraiment cette petite équipe autour de lui. Jean-Guy, en revanche, Gilles Simeone, un petit peu plus brouillon. Il a mis plus de temps à s'organiser sur la com. L'habitude finalement de communiquer un peu en direct avec les journalistes, le côté aussi ténor du barreau, qui a l'habitude un peu d'improviser, mais qui rapidement maintenant, lui aussi, quand même, maintenant est bien structuré. Il est structuré, mais Gilles Simeone a une communication qui est beaucoup plus ciblée, les prises de parole sont moins nombreuses. Oui. Alors que finalement, il a un talent naturel pour l'expression. Enfin, c'est Johnny Hallyday, Gilles Simeone, quand ou Kennedy, selon ce qu'on peut. Oui, mais particulièrement aux femmes. Dans votre sondage, c'est intéressant dans le sondage, c'est vrai. Oui, les tris sont intéressants. Les femmes jeunes. Mais
Mais si vous, il a pris, par exemple, sa dernière prise de parole, c'est sur le trou de l'Assemblée, pas de l'Assemblée, mais de la collectivité, des 100 millions d'euros. Donc il a des prises de parole qui sont plus ciblées et moins fréquentes. Mais après, il y a une autre forme de communication qui n'est pas forcément dans les médias, c'est la communication directe et le terrain. Et des personnalités ou les équipes, on va dire, qui sont autour de Gilles Siméone et des modérés, sont très présentes sur le terrain. C'est aussi une autre forme de communication qui impacte sur le terrain et les réseaux sociaux. Qui impacte énormément sur véritablement. Donc il ne faut jamais sous-estimer cette présence de terrain. On est sur un petit territoire et c'est très facile pour eux de communiquer en direct. Parce que la communication directe reste une communication très forte. Alors, si un match de la com, vous venez de nous dire qu'en effet, effectivement, il y avait un match. Je vais vous demander s'il y a un gagnant et un perdant. Et on va le jouer dans les 40 secondes. Vous le savez, on a 40 secondes pour répondre à la question, donner les arguments, résumer sa pensée. C'est ça la télé, l'instantanéité, mon cher Jérôme. On va commencer avec vous, Sébastien. Le match Talamone-Siméone, le match de la com, qui est le gagnant ? Bah, pour l'instant, ça n'est on n'est pas encore arrivé au bout de la course. Pour moi, je dirais que c'est Talamone. Talamone, pourquoi ? Parce qu'il part de très loin. C'est vraiment pas le personnage communicant par essence. Comme je le disais tout à l'heure, on l'a vu émerger sur des aspects effectivement qui ont frappé les médias nationaux, qui ont frappé aussi en Corse à travers le rôle qu'il s'est mis à jouer. Mais attention, Gilles Siméone bénéficie, on le voit à travers ce sondage, d'un terreau qui lui est largement favorable. Attention, néanmoins, à ne pas tomber dans la surmédiatisation, que ce soit pour l'un comme pour l'autre, parce que c'est bien de communiquer, il y a de l'action derrière, mais on peut finir par lasser, effectivement, à un moment, les électeurs. Talamone, le gagnant pour Sébastien Pisani. Jérôme Paoli, c'est votre première Pendant le 20h, donc on termine avec vous. Je dirais aussi Jean-Guy Talamone, parce que comme je le disais tout à l'heure, il est sorti de la fonction traditionnelle du président de l'Assemblée de Corse et il s'est accaparé l'espace politique sur les grands sujets. Donc on peut dire que là-dessus, il a gagné. Gilles Siméone, tu l'as très bien dit, a un fond de sauce très important et il dépasse largement les clivages droite-gauche nationaliste. C'est quelqu'un qui est apprécié, parce que là on est quand même dans la personnalité politique. Tu le disais tout à l'heure, c'est pas les intentions de vote. Pour résumer, je dirais que Jean-Guy Talamone est plus rentré dans le costume que Gilles Siméone. Parce que Gilles Siméone, même si on reprend sa communication, elle est très factuelle. Mais en tant que président de l'exécutif, par exemple, on ne sait pas où il veut, quelles sont ses ambitions. Il va falloir faire vite alors pour Gilles Siméone. Quelles sont ses ambitions, où il veut amener la Corse, on ne sait pas où. Bilan en fin de mandat. Non, mais on en reparlera. Déjà, on ne sait pas où il veut amener la Corse dans les 2-3 ans qui viennent. On en reparlera. Ça sera le sujet d'un prochain débat, mon cher Jérôme. Merci à vous deux et bravo pour cette première, Jérôme. Le débat du soir, qu'est-ce que la gauche aujourd'hui? Abdication, renoncement, courage, lucidité. François Hollande, président qui se voulait normal, a entendu ces derniers jours tous ces qualificatifs pour un acte politique unique dans l'histoire de la Ve République. Il ne briguera pas volontairement un second mandat. Se pose alors forcément la question, qu'est-ce que la gauche aujourd'hui? Nous en parlons avec le journaliste Sébastien Pisani et le sondeur Jérôme Paoli. Bonsoir, chers amis. Avant de commencer le débat, juste un petit mot sur notre invité précédent, Jean-Jacques Thor, enfin surtout sur le film Tamante Astrade qui relate le quotidien de la vie politique de l'exécutif actuel et principalement de Gilles Siméone. Vous avez hâte de le découvrir? Oui, mais enfin comme vous nous avez montré quelques images, une bonne mise en perspective, moi je trouve. Tout à fait. Ce côté coulisses qui est toujours très intéressant. C'est un très beau film. Vous l'avez vu? Oui, bien sûr. Oui, parce que j'ai envoyé le lien pour que vous le regardiez. Très beau film et beaucoup d'émotions. Donc, film à voir. À voir. Oui, on voit vraiment que c'est une histoire d'homme qui s'écrit. C'est vrai, c'est vrai. Nous aurions pu l'évoquer également avec le producteur Jean-Jacques Thor. Alors, chers amis, une réaction, s'il vous plaît, après le relancement de François Hollande. Avait-il le choix? Pouvait-il être encore candidat de la gauche, d'une partie de la gauche, je ne sais pas comment je dois le dire d'ailleurs, à l'élection présidentielle?
Écoutez, sauf à appuyer sur le bouton du scénario du pire, je ne sais pas jusqu'à quel point il avait le choix. Alors, certains parlent de courage, on laissera ça au romantisme du discours politique. Moi, j'y ai surtout vu de la lucidité. Opinion publique française, Jérôme le sait, lui, en tant que sondeur, qui était quand même très opposé à une nouvelle candidature. En interne, sa candidature avait perdu toute légitimité, notamment depuis un certain livre dont on a parlé, lors d'un débat. Là. Donc voilà, non, je crois que là, vraiment, pour moi, le scénario était écrit. En plus... je crois qu'il y a quand même un élément important. Je me suis amusé à relire le fameux discours du Bourget de 2012. Et vous savez, François Hollande disait une chose, c'est qu'il avait été notamment marqué par ce 21 avril 2002, lorsque le PS et Jospin avaient été éjectés du premier tour au profit du Front National. Et je crois qu'il avait bien conscience que c'était clairement le scénario qu'il mettait en place en cas de candidature. Je ne sais pas pour autant que... cette option-là soit écartée aujourd'hui. Mais je pense que ça a dû compter, moi. Ça a dû compter. Oui, mais est-ce qu'il avait le choix? Oui, il avait le choix. Il aurait pu se représenter. Ah, voilà le sondeur qui nous dit... C'est pas le sondeur. Avec des sondages aussi bas. Je me souviens d'un certain président de la République qui avait des sondages extrêmement bas et qui a fini réélu à 85% des voix. Avec 19% au premier tour. Donc vous savez, Jacques Chirac. Il aurait pu y aller. Il a fait le choix de ne pas y aller. Je pense je pense que la primaire de droite a influé sur sa décision. Ouais. C'est-à-dire qu'il s'est dit, peut-être, si c'est pour finir comme Sarkozy, laminer à une primaire... Juppé. Oui, mais Sarkozy, président sortant. Enfin, on parle d'ancien président ou de président en exercice. J'ai pas envie de vivre la même histoire que Nicolas Sarkozy. Et peut-être que, à mon avis, ça a dû jouer dans le dispositif. Un président sortant... Moi, c'est une opinion. Vous êtes là pour là, c'est le rendez-vous des opinions. Sur laquelle on peut débattre, mais je pense qu'il n'a pas à aller à une primaire. Il y a quand on est un ancien président de la République, et Sarkozy a fait l'erreur d'aller à cette primaire. Il s'est retrouvé quand même... il ne pouvait pas faire autrement. Il s'est quand même, à un moment donné, discuté avec quelqu'un, avec Poisson. On ne peut pas dire qu'on joue dans la même cour. Alors, et en plus, il perd. Donc, moi, je pense que François Hollande, il s'est dit peut-être, après, je ne suis pas dans sa tête, mais l'effet... primaire de droite a sûrement joué dans cette décision. Parce que jusqu'au dernier moment, on se disait est-ce qu'il va y aller, et il aurait pu y aller. Alors, il a même joué sans doute une stratégie, de vraiment annoncer le plus tard possible, mais on voit que la stratégie s'est retournée contre lui. Alors nous sommes terribles, nous sommes lucides, tournons la page de François Hollande et intéressons-nous à l'état de la gauche entre sociodémocrates, sociolibéraux, républicains, libéraux, socialistes même. Alors c'est très difficile de trouver une perspective, de trouver aujourd'hui le courant réel de la gauche ou des gauches. Notamment en Corse, nous y reviendrons. Là, il y a un alphabet commun à réinventer, parce que toutes ces chapelles, à un moment donné, avaient su quand même tirer dans le même sens, s'unir. Et là, depuis maintenant... Sous Lionel Jospin, la gauche plurielle. Oui, ça a duré un temps, 5 ans tout de même. Tout à fait, mais sauf que tout ça a depuis longtemps volé en éclats. On voit d'ailleurs, dans le cadre de la primaire de gauche qui se prépare, le PRG qui est parti de son côté, donc hors primaire, comme Europe Écologie Les Verts, donc des alliés traditionnels qui ne veulent plus participer à cet exercice-là. Là, il y a vraiment quelque chose qui s'est cassé. Elle est atomisée, la gauche. Mais on est dans des guerres d'ego. Atomisée, même idéologiquement. C'est aussi ça qui nous intéresse. Je disais les libéraux, les républicains, les sociodémocrates, les socialistes. C'est très différent. En fait, elle est segmentée idéologiquement. Ouais. Vous avez on va dire la gauche droitière, la gauche, la gauche encore plus gauche avec Mélenchon. Aujourd'hui, il y a ceux qui veulent aller dans le primaire, donc rentrer dans le cadre, ceux qui ne veulent pas y aller pour exister. Donc il y a aussi un mélange de guerre d'ego. Donc chacun va jouer sa partie. Et puis on verra à la fin de la primaire, parce que ça va se recomposer. D'alphabet commun, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a quand même vu, on ne va pas remonter jusqu'à 80, Mitterrand, on voyait les socialistes dialoguer et même gouverner avec les communistes. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a énormément de mal à envisager. Qu'est-ce qui rapproche un Macron d'un Mélenchon? Macron est hors... Tout à fait. Il ne rentre pas dans le jeu. Non, mais c'est intéressant ce que dit Sébastien, notamment sur le programme commun de la gauche, qui a permis à Mitterrand d'accéder au pouvoir. Sur Lionel Jospin, la gauche plurielle, encore une fois, c'était dans cet esprit.
projet idéologique qu'on Mais n'a pas aujourd'hui, nous avons un candidat, il y a un candidat, Manuel Valls, qui est candidat à la primaire de la gauche et qui a théorisé les gauches irréconciliables. On est très loin du programme commun, on est très loin de la gauche plurielle, en effet. Elles sont irréconciliables. Et qui veut être rassembleur. Et qui va être rassembleur. Et comme tout candidat, Est-ce que ça veut dire que c'est la fin du cycle d'Épinay ? Vous savez, ce cycle d'Épinay, c'est dans l'histoire politique, justement, celui c'est en qui a vu émerger un 1971. certain François Mitterrand. Exactement, voilà. le congrès de François C'est Mitterrand. votre côté romantisme. Oui, c'est ça, mitterrandien. certainement. Je crois qu'on n'est plus à la même époque. Aujourd'hui, je disais tout à l'heure, il y a une guerre d'ego. Chacun va jouer sa partie sur la primaire et il faudra attendre la fin de la primaire pour voir ce qui se dégage. Aujourd'hui, vous avez Montebourg qui tire à boulet rouge sur Valls. Et réciproquement, parce qu'ils vont rentrer dans une candidature comme Sarko a pu tirer sur Fillon ou sur Juppé. La primaire mettra une partie de la gauche d'accord, puisqu'il y aura un gagnant, et puis après il y a tous les gens extérieurs. Et la seule chose qu'on puisse dire aujourd'hui, c'est qu'à la présidentielle, on aura une gauche dispersée qui partira. Et ça posera un problème. Est-ce qu'en Corse, la gauche elle est plurielle ? Alors je dis ça parce que on retrouve les mêmes problématiques, hein. Les mêmes problématiques du point de vue national, avec cette spécificité, une alliance ou pas avec les nationalistes. Oui, bah alors on a déjà parlé lors de précédents débats, effectivement, on l'a vu jouer lors de la municipale à Bastia. C'est vrai qu'il y a cette tentation, ou de la dernière cantonale partielle, toujours. Oui, cantonale partielle, en effet. Il y a cette tentation pour une gauche affaiblie de s'appuyer effectivement sur le camp nationaliste. Hein. D'autant qu'il y a des passerelles assez intéressantes qui se nouent. Il y a une partie de la gauche assez régionaliste qui arrive à dialoguer finalement, à mon avis, plus facilement avec les nationalistes qu'avec des pontes de la rue de Solferino. La problématique de la gauche aujourd'hui en Corse, c'est son poids électoral. Ah oui. Ouais. C'est la vraie problématique. Parce que je vais m'ouvrir avec les nationalistes, où on va les... Combien tu pèses Et à l'absence de leadership aussi. Et il n'y a pas de leader, il n'y a pas de... Elle est à reconstruire complètement. Au niveau national, elle n'est pas à reconstruire. Si on prend la gauche va faire un score aux élections présidentielles qui sera important. C'est mécanique, si c'est ça on que vous voulez cumule dire. l'opinion, l'électorat de gauche, il restera important. En Corse, c'est moins évident. Oui, parce que problème de leadership en plus effectivement, on le voit bien à l'Assemblée de Corse. Ils repartent de zéro complètement. Avec un président de groupe qui a été quand même notamment très absent. On a du mal à voir émerger Maria Guidicelli d'un côté, Monsieur Bartoli de l'autre. Ouais. On a du mal à voir émerger véritablement un leadership à gauche au niveau régional. Alors messieurs, vous connaissez la règle de l'émission, 40 secondes pour résumer sa pensée, donner ses arguments. Qu'est-ce que la gauche aujourd'hui, même d'un point de vue idéologique, les amis? C'est avec vous, Sébastien, que je commence. C'est avant tout un formidable millefeuille, on l'a dit. Audiard dirait éparpillé version puzzle. Puzzle, on dirait. Voilà. Bon, non, effectivement, plus sérieusement, il y a véritablement un corpus idéologique, je pense, à refonder. Je ne suis pas sûr que cette primaire qui s'ouvre à gauche sera cette occasion. Il risque surtout d'y avoir cette terrible guerre d'ego dont vient de parler Jérôme. Mais là, il faut véritablement que la gauche parvienne à transformer, si ce n'est laisser, réussir une mutation. On voit que la droite, vous parliez du vent de droite qui souffle partout sur l'Europe. On voit qu'on a un candidat de droite, François Fillon, qui est désormais très très bien installé. Un vrai candidat de droite. Il faut vraiment que la gauche se ressaisisse. 40 secondes, Jérôme. Idéologiquement, je dirais qu'il y a des gauches aujourd'hui. Il n'y a pas une gauche, donc il y a cette problématique-là. La gauche aujourd'hui, c'est une gauche qui potentiellement ne sera pas au second tour de la présidentielle. Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les premières tendances des sondages montrent que ce sera Fillon-Le Pen. Maintenant, une élection, comme on l'a toujours dit, n'est pas jouée. Mais la gauche est plutôt mal partie. En plus, c'est le parti au pouvoir sortant. Quand on est sortant, c'est toujours beaucoup plus difficile. Mais on va se retrouver quand même dans une configuration intéressante, c'est que Fillon a exercé le pouvoir. Valls, toute la question aujourd'hui de Valls, je vais bientôt arriver à 40 secondes, c'est est-ce qu'il va porter le chapeau pour le quinquennat ou pas? Et est-ce qu'on va avoir un match de Premier ministre? Puis juste une chose que je trouve très grave, gros problème des adhésions aussi. C'est un parti très affaibli. 50 000, je crois, adhérents au Parti Socialiste. Et ça aussi, je trouve ça terriblement grave pour cette famille-là. Merci à tous les deux d'avoir débattu sur l'état de la gauche actuelle, notamment en Corse. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur France 3 Corse via Astel. Je vous dis à demain, même lieu, même heure, pendant le 20h.